bonjour et bienvenue dans ce point lecture de janvier. Écoutez, honnêtement, un très bon mois de lecture. En plus, il faut quand même le dire et l'avouer, toutes vos influences ont été fort bonnes. Comme quoi, mon idée de faire un 2026 en poche en vous donnant la main cette année pour me donner 70% de mes lectures grâce à toutes les propositions que vous m'avez faites, c'est très bien. Voilà, après, c'est ma cuisine interne avec mon petit tableau Excel pour récupérer 4-5 livres par mois sans que j'ai à choisir, juste avec les thématiques que j'ai envie de lire. Ah bah écoutez, c'est très bien. Voilà. Au programme, j'ai lu 2 livres que le Papa Noël m'a apporté. Et donc après, j'ai lu un roman régional qui m'a été recommandé et plein de livres qui m'ont été recommandés à chaque fois. Et un qui m'a été offert, enfin une BD qui m'a été offerte, que je n'attendais pas. Voilà, donc comme quoi, vous voyez de temps en temps, entre ce que vous m'avez influencé, hein, vous, et ce que l'on m'a offert, et ce que le Papa Noël m'a offert aussi, franchement, ce mois de janvier part fort bien. Donc on commence tout de suite par le premier roman. En fait, je les ai fait par ordre plus ou moins de lecture. Mais je suis pas sûre que je tiendrai cet ordre-là, parce que généralement, quand je finis un livre, j'enregistre tout de suite ce que j'en ai pensé sur le vif. Donc, écoutez, voilà, on verra. De toute façon, ils y seront tous, mais comme ça, au moins, vous aurez un aperçu. Et d'abord, quelques petites photos avec de la musique. Et après, on attaque le premier roman que j'ai lu. Le premier que j'ai lu, c'est le Papa Noël qui me l'a apporté. Ça s'appelle Le Bel Obscur de Caroline Lamarche. Alors c'est un livre pour lequel je suis très embêtée et très mitigée parce que j'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois je me suis un peu ennuyée. Voilà, alors d'un côté j'ai beaucoup aimé ce côté à la recherche du vieil oncle trouvé sur une photo un peu rayée de l'arbre généalogique. Et de l'autre côté, donc pour trouver le cheminement de cet homme, qui était cet homme dont la photo avait été un peu cachée, et de l'autre côté, l'autofiction de l'auteur concernant sa vie conjugale, un brin raté. Alors pas trop raté de tout, mais enfin bon, quand même, on peut dire qu'un peu raté pour elle. De l'amour qu'elle a toujours pour son ex-mari, qui est parti avec qu'un autre, voire plusieurs autres, hein. Voilà. Enfin, en tous les cas, qui est resté avec plusieurs autres et qui un jour l'a quitté pour un autre. Oui, on parle pas de une autre femme, mais d'un autre homme. Et bien sûr, de l'incapacité qu'elle a de tourner à un moment donné la page de cette histoire-là. Alors, même si on se doute bien, dès qu'on comprend qui est le mari de l'auteur, on comprend bien que Grand Tonton était un introverti de l'époque, à son époque, et que bon, voilà, la révélation on l'a, mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé cette plongée dans l'époque, dans les mœurs, dans les codes, dans les transgressions, qui est d'ailleurs très attachante, et ça grâce bien sûr à l'écriture assez agréable qui appuie tout le temps le propos. Mais je dois avouer que très souvent, il y a ces digressions sur sa vie personnelle et conjugale, même s'il y en a certaines qui sont très intéressantes, vraiment, il y a quelques digressions qui, pour moi, c'était un peu inutile. Et en fait, la forme du roman, heureusement, surprend. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'alternance de ce côté un peu en documentaire. On a l'impression à un moment donné d'être devant un documentaire d'Arte qui parlerait à la fois à la recherche d'Edmond, donc qui est le prénom du grand tonton, et à la recherche de Caroline. Voilà. Donc ce côté-là, moi j'ai bien aimé vraiment ce côté quête. Ce côté, mais qui sait d'où il vient et pourquoi, etc. Et puis il y a un beau mélange de mélancolie, de chagrin marital, de désillusion, qui sont sincères de son côté à elle. Mais ce côté
voilà, mélange de ça et de ça fait que le roman pour moi a été de temps en temps assez décousu. Et même si mon intérêt très grandissant envers Edmond, parce que c'est une sacrée belle pièce à rapporter à son arbre généalogique, on rêve tous d'avoir une pièce comme ça, je dois avouer qu'il y a quelques fois où j'ai lu plus rapidement certains passages, et notamment le dernier tiers qui la concerne elle, que je trouvais un peu longué. Et pour cause, parce que moi, en fait, je focalisais que sur Grand Tonton. Après, reste l'âme de Edmond qui est en filigrane partout dans le roman. La photo qui est indiquée, que l'auteur décrit, puisque c'est une photo personnelle de son arbre, de son album photo, donc elle a la gentillesse de la montrer. Elle aurait pu le mettre à l'intérieur du texte, en noir et blanc, à droite à gauche, etc. Non, là, il est vraiment en bandeau sur le roman. Et puis, cette courte vie, toute l'injustice qui va avec, et à laquelle il a dû faire face. Après, c'est un très bel hommage. Voilà, et c'est une très belle preuve d'humanité entre branches, on va dire, et de répercussions. Et ça, c'est l'héritage émotionnel dont on parle aussi peu, mais qui existe dans certaines choses qui peuvent sauter plusieurs générations et être portées par un descendant sans qu'il le soit vraiment au courant, sauf s'il cherche. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je suis mitigée, parce que dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, mais il y a des moments où la digression sur elle-même, auto-fiction, m'a moins intéressée. Voilà, c'est vraiment... je pourrais même pas dire c'est dommage, parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais d'un autre côté, voilà, il y avait des passages où, honnêtement, j'ai lu rapidement. Même quelquefois, carrément, quand je voyais que c'était des grosses digressions, j'ai lu en diagonale. Parce que moi, ça m'a rien apporté. Mais n'empêche que c'est un bon roman sur une courte vie. Et sur les répercussions que ça peut avoir après sur la personne qui cherche et qui trouve aussi peut-être un moyen de se raccrocher de bouée pour se sortir d'un problème aussi marital. C'est peut-être ça aussi sa bouée de sauvetage, c'est de raccrocher à Edmond, à la vie d'Edmond, pour pouvoir, elle, ce qui est le cas, se sortir de ses déboires à elle. Mais je vous dis, c'est un livre étrange, parce que je vous dis, je suis capable de lui mettre 8 sur 10 parce que j'ai aimé toute cette partie-là, et je serais capable de lui mettre un 5 ou 6 parce qu'il y a des parties qui ne me plaisent pas. Donc voilà. C'est le côté mitigé de ce livre-là. Voilà, donc c'était Le Bel Obscur de Caroline Lamarche. Il n'empêche que je l'ai lu et que ça m'a plu. Voilà. Autre livre que j'ai lu, et alors là, on passe donc à une influence, puisque l'influence, c'est celle de la maman de Lila. Alors Lila, c'est une petite jeune fille qui avait 15 ans, qui est arrivée sur mon blog en 2010, donc maintenant elle a plus 15 ans, et qui était très active sur les commentaires du blog, etc., et qui est une grande lectrice grâce à sa maman. Et donc quand j'ai lancé l'appel à influence, c'est les premières qui ont réagi tout de suite. Donc la maman de Lila m'a proposé L'Orange de Noël de Michel Péramore, en mettant en sous-titrage roman régional, c'est la Corrèze, c'est à côté de chez vous. Ce qui n'est pas faux, c'est pas très 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 loin. Alors nous sommes avec Malvina, qui est une petite fille qui vit dans un petit village de Corrèze, plutôt Périgord vert d'ailleurs, dans le nord du département. Et nous sommes en 1913, la tension monte, la tension internationale et européenne monte, on le sent, mais elle en a cure, parce qu'elle vit en gros entre sa ferme où elle travaille avec sa famille qui ne roule pas sur l'or, coincée entre une mère bourrue, des frères qui sont pas très très faciles, et une sœur Flavie qu'elle aime beaucoup, qui l'aime beaucoup, mais qui travaille déjà comme apprentie couturière la plupart du temps dans la semaine, et voire qui ne revient qu'une ou deux fois par mois. Et aussi le fait qu'elle vit dans un arbre où elle se cache, où elle observe les gens, et notamment l'école.
Alors, Malvina, elle a la réputation... elle n'a pas une réputation très cool dans le sens où on pense qu'elle est un peu nigaude. Elle est un peu limitée, elle est un peu neuneu. Voilà, et tout le monde dit, oh, de toute façon, elle sert à rien à part travailler à la ferme, aller à l'école, ça lui sert à rien, elle apprend rien. Et un jour débarque une jeune maîtresse, fraîchement sortie de l'école normale, qui s'appelle Cécile, qui arrive dans la commune qui est sous la coupe d'un curé qui a une école privée catholique très très carré. Et alors là, je vous raconte même pas parce que le curé hurle au grand Dieu que c'est l'antéchrist qui débarque, l'antéchrist en jupon qui débarque pour laïciser ses ouailles. Et il faut dire que dans cette France, donc très peu de temps après la loi entre la séparation de l'Église et de l'État, la plupart des communes et des écoles sont encore largement tenues par les paroissiens. L'éducation, les programmes et tout ce qu'on doit croire est encore tenu une grosse partie par l'Église. Et même si les rectorats qui sont donc laïques luttent et expliquent que l'éducation ça doit être pour tous et que c'est pas une question de religion, c'est une question de laïcité, il est quand même difficile de désobéir au curé et surtout quand on vit dans une petite commune isolée. Et Cécile, en fait, elle provoque la colère de cet homme qui décide de mener une vendetta contre elle. Alors ça va de mauvaises actions en montant certaines personnes contre elle, en ourdissant des complots pour la faire chuter, pour la faire tenir. En plus, c'est une jeune femme qui est libre, donc elle a un amant qui vient la voir, amant qui travaille dans un journal un peu anarchiste, un peu socialiste. Alors là, c'est plus que l'antéchrist, c'est carrément au secours, fuyons. Et qui décide de la faire muter, de la faire fuir, voire pire. Voilà, de plus qu'elle soit là du tout. Et Cécile va découvrir Malvina, à qui elle va s'attacher, et elle va découvrir assez rapidement que Malvina est un diamant brut, que personne n'a cherché à savoir quoi que ce soit. Alors elle n'a pas l'esprit mathématique, mais elle est dure à la tâche, elle est dure à... Elle apprend... Vraiment, elle travaille dur pour apprendre, elle possède une large marge de progression, notamment dans les domaines littéraires et les domaines des arts, et Cécile décide de la faire travailler pour avoir son certificat d'études. Alors je rappelle que c'était quand même le Graal pour l'époque, et au fil des pages, on va suivre l'itinéraire de ces femmes, en tous les cas de ces deux femmes, mais en tout cas des autres femmes et des hommes de cette époque d'avant la Première Guerre mondiale. On est en 1913, donc c'est limite un an avant. Et principalement, on suit le roman de la perspective de Malvina, puisque c'est elle qui parle. Elle se découvre, elle développe tout ce qui s'est passé, notamment cette amitié très profonde qu'elle développe pour Cécile. Alors le roman pointe bien sûr les tensions, on va dire politiques et internationales, mais surtout elle pointe les tensions qu'il y a eu entre les laïcs et l'Église, les ragots des villageois, la modernité qui est refusée. Alors surtout par peur et par croyance, et pas parce que la modernité c'est mal, mais non, c'est parce qu'on ne sait pas, on a peur, on n'est pas très bien éduqué, donc il y a une part de stress. Il y a les conditions de vie des enfants des campagnes, qui est vraiment absolument abominable pour certains, la vie des gens de la campagne aussi, même ceux qui ont un peu plus d'argent, la différence de classe sociale, même au sein d'une école catholique, entre les fils des propriétaires terriens ou des agriculteurs qui ont un peu plus de biens et les miséreux d'à côté, qui ne marchent pas. Il y en a qui marchent et d'autres qui sont dans des voitures à chevaux ou à cheval, ça dépend combien il y a de faire. Ceux qui mangent chaud et ceux qui ont des très beaux souliers, ceux qui vivent avec des sabots et qui se pèlent les fesses l'hiver parce qu'ils ont juste une petite capeline, et d'autres qui ont plusieurs couches de laine au sein d'un même établissement, sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Et les idées nouvelles. Et évidemment, parmi ces idées nouvelles, il y a le droit des femmes, qui commencent à arriver, il y a les suffragettes qui débarquent de Grande-Bretagne, il y a Jaurès, qui est largement évoqué dans ce roman-là, l'anarchisme qui rôde depuis quelques années, et bien entendu, c'est cette peur de la guerre
qui peut être là, mais à laquelle on ne croit pas vraiment, parce que bon voilà, il se passe des tensions, mais c'est loin, mais bon quand même, il y a encore l'ogre allemand à côté, mais bon non quand même, on en a déjà fait une, bon, à laquelle on s'est fait torcher, et il y a les rapports entre les femmes et les hommes, que ce soit les rapports familiaux, les rapports amicaux, les rapports amoureux, les déceptions, etc. Et en fait, comme ce roman est conté par Malvina, âgée, on comprend qu'elle s'en est sortie, on comprend que son destin a été chamboulé par Cécile et que toute cette période hostile qui se profile, on la voit arriver. Alors c'est vraiment un roman qui est profondément humain, très républicain, très bienveillant. Et l'Orange de Noël, ça montre qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, être avant-gardiste était quand même difficile à vivre et que la France a évolué doucement grâce à des personnes un peu plus modernes, des gens qui se sont intéressés à des idées, même si ça leur faisait peur, à des enseignants qui ont œuvré pour trier en fait le bon grain de livret, on va dire. Vraiment, c'est une très très bonne lecture régionale et je remercie encore la maman de Lila de me l'avoir proposé parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup, voire adoré ce roman qui est à la fois humaniste et très amical. Avec des sentiments très ambigus au début, parce que Malvina ne sait pas du tout comment se réfugier, et puis aussi l'évolution des hommes par rapport aux femmes qui sont en face, qui les pousse à évoluer aussi, et vice-versa. Voilà, donc vraiment très très beau roman, L'Orange de Noël de Michel Péramore. Donc merci à la maman de Lila. Alors celui-ci n'était pas du tout prévu au programme ni dans les recommandations, mais m'a été offert par Dame Chantal. C'est la BD, le volume 3 du Le Paris des Merveilles, l'élixir d'oubli, donc c'est un tome sur deux, parce qu'il y aura 2 tomes pour cet ouvrage-là. Donc c'est de... Alors, c'est avec la contribution d'Étienne Willem, puisqu'il est décédé en juin 2024. Ça va manquer. Donc, c'est avec la contribution de Pierre Pével, puisque c'est sur ses romans Le Paris des Merveilles. Et les dessins ont été repris après par Capia, qui a été choisi. Alors, on est avec Griffon et Isabelle, donc un mage et une fée de l'outre-monde, et qui racontent lors d'un repas en 1909, je crois. Ouais, c'est de 1909. Leur rencontre qui s'est passée à peu près 200 ans plus tôt et des poussières dans l'outre-monde, qui est un peuple en fait qui a été un univers qui a été complètement créé par Père Pével, où il y a des elfes, des orques, des ogres, pardon, des fées, des dragons, des gens qui ont une allure humaine mais qui sont quand même dans cette catégorie-là. Et soudain, bon alors je peux pas tout dire parce que si vous avez pas lu le Paris des Merveilles, alors si vous voulez vous attaquer qu'à la BD, elles sont parfaites. Voilà, il n'y a pas de problème, vraiment. Mais d'abord lisez les romans. Franchement, c'est un univers, c'est absolument génial ce qu'il a monté Pierre Pével. Moi j'en avais parlé quand je l'avais lu. Franchement, et grandement recommandé, et offert en plus par Dame Chantal qui m'a dit « Ah, je suis sûre que ça va vous plaire ». Et effectivement, ça m'a plu beaucoup. Mais franchement, c'est un univers incroyable. C'est richement fourni comme univers, et vraiment très bien monté. Puis il y a un chat qui parle. Moi j'aime bien. Ah bah oui. Alors ils vont se jeter dans une enquête, je peux pas vous dire pourquoi et comment, vous avez qu'à voir ça, sur la mort d'un antiquaire. Alors c'est un album qui, comme je vous le disais, fait ce qui est la suite de la saga de Pierre Pével, et qui a plein de ça fourmille de trouvailles là-dedans, en tout genre. Moi je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment une belle réussite, les dialogues sont très belle époque. Avec ce qu'il faut d'espionnage, ce qu'il faut de course-poursuite, ce qu'il faut d'échange de KPDP, ce qu'il faut comme soupçon d'amour au milieu. J'ai encore vraiment beaucoup aimé me plonger dans ces planches. Alors cette fois-ci créée à 2 mains, puisque le 3e tome en fait a été retardé, enfin la sortie du 3e tome a été retardée, malheureusement comme je vous le disais en raison du décès du dessinateur Étienne Willem. Et qui travaillait sur cet opus, donc il a laissé les 15 premières pages de dessin ont été faites par lui, et elles sont absolument sublimes. De toute façon, il n'y avait pas à tortiller, il avait un
traits de crayon très particuliers, très très précis, très très travaillé, ça se voyait d'ailleurs, c'était magnifiquement posé. Et le reste a été repris par Capia sur le storyboard que Willem avait laissé. Donc déjà, il avait du matos pour le faire. Il a une très bonne prise en main. Pour moi, elle est vraiment bonne. Les traits sont légèrement un peu plus grossiers, mais bon, ça, chaque dessinateur a sa papate. Hein. Donc voilà, mais c'est très très bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. J'ai hâte de voir le tome 4 arriver. Pour voir ce que Capia fera de cet univers-là maintenant qu'il l'a en main. Alors, à noter que dans cet album-là, il y a 2 bonus. Enfin, moi, celui que j'ai. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les albums après, mais en tous les cas, moi, celui que j'ai. Le premier, c'est le travail qui a été mis en place par Capia pour s'approprier les personnages du Paris des Merveilles sur la base du storyboard de Willem et donc sur les premiers et les dessins habituels de Willem. Et là, du coup, c'est très, on va dire, triste et émouvant. Et vraiment là, on mesure la perte d'un dessinateur comme Willem. Parce que il était sur un projet qui s'appelait le Clans of London, qui reste donc inachevé, avec déjà un gros storyboard, des grosses choses qui étaient très très prometteurs. Très très prometteurs. Franchement, si ça avait dû aboutir, ça devait être, à mon avis, c'était un truc incroyablement magnifique. Et là, c'est dommage parce qu'on se dit, ah merde, la perte. Voilà. Après, Draco a la gentillesse de nous montrer ces planches-là et du coup, c'est un côté un peu immortel de Étienne Willem qui fait que on a quand même son Clans of London qui est là et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup à Dame Chantal pour cette BD-là. Mais je vous dis, c'est toujours magnifiquement addictif et jouissif ce Paris des Merveilles. Vraiment, si vous ne connaissez pas, il faut y aller. L'autre roman que j'ai lu, ça s'appelle Crampton Oddnet, donc de Barbara Pym, qui m'a été grandement recommandé par ma grande copine Rosie, donc de la Bibliothèque Rose, que vous pouvez retrouver, que ce soit son blog, sa chaîne YouTube et Insta. Alors ce livre-là, parce que c'est un peu sa Madeleine de Proust. Enfin, moi, j'appelle ça un gâteau de riz, voilà, pour ma part. C'est-à-dire le truc que vous aimez, qui vous vient un peu de l'enfance, qui vous réconforte quand vous avez besoin de faire autre chose. Alors, c'est un roman qu'on pourrait sous-titrer Thé, ragots et vieille dentelle, en fait. Moi, j'avais jamais lu Barbara Pym. Et je pense que ça va régulièrement atterrir dans mes piles à lire quand vraiment j'aurais besoin de lire un truc un peu doudou parce que c'est vraiment pour retrouver le côté que j'adore, c'est-à-dire so British. Voilà, on est à Oxford, tea time, les bonnes mais dénigrantes manières, sous couvert de l'humour britannique et de l'agitation sentimentale un peu décousue. On a l'impression de se retrouver dans un vaudeville british 100%. Vraiment, c'est très très bon. Barbara Pym, elle croque la société anglaise de cette époque. Hein. Alors, elle a écrit le livre avant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, qui est resté très longtemps enfermé dans un tiroir, et c'est fort heureux qu'il en ait été sorti. Et elle croque ça avec autant de délices qu'on boufferait des scones. Voilà. C'est vraiment... Alors, on est à Oxford, attention, Oxford Nord, hein, bien sûr. Et nous faisons la connaissance avec notamment et principalement Miss Doggett, Miss Doggett et sa dame de compagnie qui est Miss Monroe, qui est une espèce de faussement soumise vieille fille. Vieille fille, c'est parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. Enfin bon, bref. Et Miss Doggett, c'est
alors on va le dire comme ça, c'est la langue de pute du coin, c'est Miss Rago. Alors elle aime autant le thé que les médisances, elle aime autant les petits gâteaux que de se mêler de la bonne moralité, des amours, des emmerdes des autres. C'est vraiment sa raison de vivre, sous couvert de bonne dame très respectable, voilà, vieille personne, machin, très bien habillée, toujours avec son truc, etc., un peu bigote. Et en bonne moralisatrice, évidemment, elle se pense être le personnage central de cette vie communautaire. Elle va même jusqu'à inviter des étudiants d'Oxford tout jeunes tous les dimanches pour parfaire leurs soi-disant éducations. Faut en rire quand même. Et elle s'intéresse fort beaucoup à son neveu qui est Francis Cleveland, qui est un professeur de littérature à Oxford, qui est marié avec une femme qu'elle trouve complètement insipide, qui porte toujours très beau cet homme, et qui est suffisamment étonnant pour penser que toutes les étudiantes se folles de lui, et notamment une dont il va s'amouracher, qui est pas insensible au monsieur. Et alors tout ce petit monde pourrait vivre entre, on va dire, calomnie et scones, et petits gâteaux et carrot cake, si un certain nouveau vicaire, un monsieur Latimer, ne venait pas jeter le trouble chez toutes les ouailles du quartier, parce qu'en fait, il est jeune, il est beau, il est intelligent, il attire aussi bien que le miel attire les abeilles, et alors pour couronner le tout, bien sûr, il va se dire, à force qu'on lui dise il faudrait quand même vous marier, machin, blablabla, il va se dire ah tiens, pourquoi j'épouserais pas l'autre vieille fille. Alors au début, ah non, je vais pas l'épouser celle-là, puis après il se dit ah, allez vas-y, lance-toi choupi. Et évidemment, c'est sous le regard plus ou moins effaré de ceux qui savent. Alors ceux qui savent sont très discrets, même s'ils ragotent. Alors il y en a toujours un qui est... on a l'impression qu'ils passent leur vie à espionner tout le monde. Tout le monde sait quelque chose sur tout le monde. Donc voilà, ça tourne les ragots. Alors c'est un roman qui est vraiment entre dramouné, amourette, espoir, désespoir, passion couvée ou inassouvie d'ailleurs par la même occasion. C'est vraiment une satire douce, amère et très très acérée quand même, hein, de belles plumes de Barbara Pym, de ce microcosme oxfordien alors qu'il pourrait être n'importe quelle contrée britannique dans la campagne anglaise, hein, bien sûr. Et il y a beaucoup d'humour. Bon, après, c'est british, hein, donc il faut que ça... il n'y a pas d'humour dans des romans britanniques, c'est pas la peine. Parce qu'elle balance avec parcimonie quelques brins d'humour, que ça soit au niveau des personnages ou leurs expectatives, en fait. Et quelquefois, ça envoie du bois. C'est vraiment les travers de la société, de cette haute société, ou de cette société d'intello, ou de tout simplement de la société un peu des fois hypocrite de certains milieux, etc. Alors c'est pas forcément que british, mais là c'est british en l'autre raison. Moi j'ai trouvé ça fin, j'ai trouvé ça drôle, c'est diablement bien troussé. La comparaison, ça serait, vous voyez, vous prenez du thé noir très british, vous mettez un nuage de lait, mais vous n'oubliez pas de vous étouffer avec les shortbread ou alors les key lime pie, vous voyez, le genre de truc, c'est-à-dire très très léger, puis derrière bourratif la truc. Vraiment, c'est jouissif ce truc-là. Donc merci à Rosie, because je l'ai vu passer plusieurs fois, et là, la dernière fois, elle en avait parlé de celui-là, et quand elle l'a proposé dans le Excel, je fais ah, je voudrais le lire. Et quand j'ai dit que dans mon choix, je voulais un truc humoristique et je voulais un auteur anglais, forcément, Pym est sorti tout de suite. Hein, voilà, donc... Voilà, donc franchement, Crampton Hotnet, Barbara Pym, allez-y si vous aimez ce genre de choses. Alors ce livre-là m'a été recommandé par ma copine Audrey, qui est, comment dire, la fille rêvée. Si je devais avoir une fille, si j'avais dû avoir une fille, j'aurais aimé avoir Audrey comme fille.
Non, si, elle pourrait être ma fille. Elle a 30 ans, donc elle pourrait être ma fille. Voilà, mais vraiment. Bah, en gros, ouais, c'est la fille rêvée. Elle m'avait déjà recommandé, c'est elle qui m'a sorti Alan Parks avec Harry McCoy. Vous voyez le niveau de la bête. Non, mais elle lit pas que ça. On est bien d'accord sur la question. Mais elle a des choix très très sûrs. Elle m'avait recommandé La Marquise des Poisons que j'avais beaucoup aimé. Donc là, elle m'a recommandé celui-là qui s'appelle Manhattan Chaos. De Michael Mansion, enfin Mention, on va dire, parce qu'il est français, je crois. Donc on est à New York, le 13 juillet 1977. On est en pleine canicule. Et on est avec un homme qui vit dans un appartement richement décoré. Par contre, ses conditions de vie sont déplorables, on va dire, grandement grâce à cause de lui, parce qu'il y a des déchets au sol, il laisse ses lumières allumées 24 heures sur 24, la télévision est à fond, H24 aussi, et il y a de la drogue un peu partout, surtout dans son corps d'ailleurs. Et cet homme s'appelle Miles. Et Miles ne vit plus, en fait, il survit. Et il reste cloîtré dans son appartement. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti, il ne veut pas sortir. Il a suffisamment d'argent qui lui tombe par an pour ne pas avoir se soucier de ce genre de truc. Et cette soirée qui devait être une nouvelle soirée assez ordinaire avec abus en tout genre à tous étages, va se transformer en une espèce de trip absolument délirant. Puisqu'en fait, Miles n'est pas n'importe qui, en fait, c'est Miles Davis. Et c'est le génie du renouveau du jazz et d'autres sonorités. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Miles ce jour-là, ce soir-là? C'est qu'il y a une panne d'électricité géante qui va plonger tous les habitants de New York dans d'abord le doute, puis la peur, puis complètement l'irrationnel pendant des heures. Et lui, en fait, il n'a qu'une obsession, vraiment, c'est trouver une dose d'héroïne pour éviter une crise de manque qui a ça de lui arriver. Alors déjà, il doit sortir de son appartement, ce qui est quand même pas du tout donné à un mec qui n'est jamais sorti depuis 2 ans. Il veut pas arpenter les rues parce qu'il y a des gens, et le fait qu'il est en manque, ça lui fout une trouille de plus. En plus, il en arrive à avoir des cafards un peu de partout. Oh super, enfin il doit avoir déjà des cafards, mais il entend les cafards. Ça vous pose la bestiole. Et Michael Mention, en fait, va nous faire vivre les affres de ce Miles Davis en pleine crise paranoïaque, qui parle à un double. Alors, le double, son ombre qui est resté dans l'appart, et à des cafards. Alors, imaginaire ou pas, on est bien d'accord. Et à un homme qui sort, limite sorti tout droit d'une boule à facettes de disco, et qui va parcourir. Alors, au début, New York, livré à la folie humaine, parce qu'au début, ah oui, il n'y a pas d'électricité, on a un briquet, puis après, oh putain, mais comment on va manger? Enfin, c'est le bordel. Et en fait, l'auteur va décider tout d'un coup de faire voyager Miles dans une machine à remonter le temps, type de H.G. Wells, Amour de ma vie. Enfin, un des amours de ma vie en matière de science-fiction. Vous savez que Wells, Huxley et Orwell, pour pas toucher à ces bestiaux-là, c'est mes chéris d'amour à moi. D'ailleurs, Miles dit l'auteur lui fait dire à Miles Davis que c'était un de ses romans préférés. Et on le retrouve un peu partout, avec un accompagnateur et son esprit très perturbé, lui, qui voit, croit et subit en fait un espèce de chaos, alors à la fois intérieur et extérieur. Alors c'est écrit à la serpe, vraiment, avec des phrases qui sont quelquefois coupées sur plusieurs lignes, style je, à la ligne tu, à la ligne vois, voilà, qui montre en fait le côté cerveau halluciné du personnage, c'est-à-dire qu'en fait il a des propos assez inquiétants. Et tout ça est chapeauté par la menace d'un serial killer des années 70 qui s'appelait le fils de Sam, qui foutait la trouille à un régiment d'infanterie sur le territoire. Et tout ça mélangé, ça va peut-être dérouter des lecteurs qui sont très académiques. Je dois avouer que la structure des phrases est des fois un peu apocalyptiquement bancal, mais c'est fait exprès, puisque c'est pour servir le personnage et son côté un peu wouh,
Voilà. Ah non, mais il est en trip complet. C'est very bad trip, lui. Hein. Vraiment, c'est un very bad trip en 1977. Mais c'est un roman qui mélange habilement. Il est court, hein, il ne fait pas tout à fait 250 ou 260 pages. En plus, c'est un truc qui est écrit pas gros, hein, voilà. Mais c'est des belles lettres quand même. Mais ça mêle habilement le passé, le futur, le présent. Ça balance de la musique aussi, puisque bah, elle est là, elle est présente. Hein. On rappelle que c'est un musicien génial. Ça donne envie de réécouter un peu ce qu'il a fait, même beaucoup, quelquefois. Certains morceaux, d'ailleurs, notamment, qui sont cités dans l'ouvrage. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est un roman qui est sous acide, voire sous héroïne, compte là, qui est complètement bordélique, qui a un propos qui est clair, qui a une ligne de conduite qui est claire, mais qui est complètement inclassable. Voilà, par moment, vous vous demandez où vous êtes tombé, et franchement, ben, c'est ce que j'ai aimé. Voilà, alors je pense que ça peut dérouter des lecteurs très académiques, notamment au niveau des structures de phrases, au niveau qui sautent du coq à l'âne, etc. Mais une fois que vous vous mettez dans ce côté un peu very bad trip, very sad trip, on dira, oui, parce que c'est pas très drôle, enfin, son truc n'est pas très drôle à lui, mais franchement, c'est bien fait, voilà. Après, je ne suis pas sûre que l'auteur connaisse méga bien New York, mais on s'en fout en fait. Mais franchement, c'est très très bien fait. Voilà, c'est vraiment, j'ai bien aimé. Moi, son écriture un peu à la One Again, comme diraient certaines personnes, c'est bien fait. Voilà, c'est un bon livre. Moi, j'ai passé du bon moment, puis je l'ai lu le matin en allant travailler, donc je vais vous dire que je trouvais tout le reste très calme. Donc merci à Mademoiselle Audrey pour cette recommandation. Elle en a mis d'autres, hein, dont il y a sûrement qui viendront après. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle La maternelle de Jean Frappier. Alors ça m'a été recommandé par Lila, donc qui l'a lu dans le cadre de ses études universitaires et elle m'a dit c'est un roman qui a été le prix Goncourt en 1904 et ça me disait quelque chose en fait quand j'ai lu le résumé qu'elle a envoyé. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Et en fait, oui, j'ai vu une des adaptations qui a été faite au cinéma de 1925 avec la très belle Madeleine Renaud. Ou alors là, il y en a certains, je les ai paumés là. Ah oui, oh bah, c'est une actrice française. Et il y a une deuxième adaptation, alors celle-là, je la connaissais pas du tout, qui a été faite en 1949 avec Blanchette Brunois. Jolie actrice aussi. Voilà, donc ça me disait quelque chose, mais j'avais pas imprimé que c'était ça. Donc en fait, Léon Frappier nous conte à travers le journal donc de Rose la vie dans les écoles de la Belle Époque. Oui, puisqu'il a été primé en 1904, hein, donc voilà. Et donc dresse un constat, on va dire, critique d'un système éducatif parental, institutionnel, qui est un brin défaillant, il faut quand même le dire, et il expose les très difficiles conditions de vie des femmes et surtout des enfants miséreux et des quartiers populaires de l'époque. Alors, il connaît assez bien la question, Léon Frappier, notamment au point de vue des écoles et des conditions, puisque sa femme est une institutrice à l'époque. Donc son personnage, Rose, est une jeune femme qui a 23 ans, qui est une jeune fiancée, dont la mort de son papa va voir s'effondrer toutes les perspectives d'avenir qu'elle avait, puisque à l'époque, pas de dot, pas de mariage, hein, son mec se casse. Alors, pour l'époque aussi, ce qui n'est pas du tout banal, elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une licence de lettres, mais elle ne peut pas prétendre à l'enseignement, de par sa condition financière difficile et du fait qu'elle ne sort pas de l'école normale. Voilà. Et donc elle va trouver un travail qui n'est pas du tout en rapport avec ses diplômes, mais qui est celui qu'elle peut trouver, c'est-à-dire elle va devenir femme de ménage dans une école. Et sa vie va basculer avec entre horaires très compliqués, des tâches épuisantes, un logis à la limite de
c'est insalubre, hein, complètement. Et toutes les réflexions de la hiérarchie, que ça soit bonne ou mauvaise. Et Rose est observatrice, elle est intelligente, donc elle se tient en retrait. Parce que même si elle fait partie des meubles, on va dire, elle vient quand même d'une classe sociale supérieure à tous ces gens qui sont dans cette école-là, et ça serait très mal vu de la part des parents, des enfants et des enseignants qu'elle soit, entre guillemets, dans un travail inférieur à sa classe. Oui, il y avait encore le problème des classes et des castes à l'époque. Et petit à petit, Rose, en fait, en plus du ménage, va commencer à s'occuper des petits, de leur mère, pour lesquels la vie est assez rude. Elle s'aperçoit que les enfants ne mangent pas à leur faim, sont souvent transis de froid, qui sont quelquefois battus par un père qui est soit régulièrement absent, soit bourru, soit alcoolo, soit harassé par la fatigue et donc il ne supporte rien. Quelquefois, ils peuvent être abandonnés par une maman qui peut être inconsciente parce que jeune et pas avertie, soit malheureusement parce que cette maman est surchargée de travail, elle cumule tout. Et que elle n'a pas le temps quand elle rentre de s'occuper de ses enfants parce que il faut qu'elle fasse les tâches ménagères, il faut qu'elle se repose et quand ça tombe que sur une seule personne c'est compliqué. Et aussi ces enfants qui ont peur dans la cour parce qu'il y a des grands qui les violentent, qui abusent d'eux de toutes les manières possibles et imaginables. Donc en fait Rose s'aperçoit de tout ça. Et pourtant, les instituteurs et institutrices, les directrices ou directeurs de ces écoles-là sont vraiment dévoués. Mais en fait, ça ne suffit pas à lutter contre les querelles hiérarchiques, les règles et les statistiques que l'administration impose. Tiens, c'est bizarre. Oh, déjà en 1903 et des poussières. Et en fait, Léon Frappier décrit une société en fait miniature dans cette école qui est faite entre les chefs, que ça soit les gentils, les méchants, les voyous, les âmes charitables, les lâches, les gens qui n'ont aucune éducation et qui veulent paraître mieux que les autres. Et en fait, ça, Rose, est un personnage qui est vraiment attachant, parce qu'elle est volontaire, et elle n'est jamais résignée, cette jeune femme, mais elle explique et elle relate, en fait, la réalité de ce qu'elle voit, des conditions sociales, morales, physiques, etc., sans mentir. Elle montre ce qu'elle voit, et en fait, tout ça va lui ouvrir une autre carrière. Voilà, on ne peut pas en dire plus, mais tout ça, ça va commencer à lui ouvrir autre chose. Alors vraiment, c'est un roman, alors qui pourrait avoir qui a un titre qui peut un peu être troublant, La maternelle, qui est à double tranchant en fait, voilà. Mais c'est vraiment une tranche de vie, alors formidablement bien écrite, alors là, pas à tortiller. On comprend pourquoi il a eu le concours, hein. Pas à tortiller sur la question. C'est vif, c'est drôle parfois. C'est pas du tout misérabiliste. Moi, j'avais vraiment peur de ça quand j'ai commencé le truc. Parce que je me suis dit, bon, après connaissant Lila, je pensais pas. Mais je connais bien Lila quand même depuis 2010 maintenant. Et elle a fait de très très belles études littéraires. Franchement, oui, parce que mademoiselle a l'agrégation quand même. Enfin, mademoiselle, madame. Enfin, mademoiselle a l'agrégation quand même. Et franchement, vraiment, je me suis dit, oh là là, ça m'a l'air un peu misérabiliste, et pas du tout. Voilà. Et c'est vraiment diablement addictif de lire ça, parce que ça dénote d'autres temps, d'autres mœurs, mais qui sont pas si éloignés, quelquefois, de la condition de vie de certaines autres de personnes. Alors peut-être que le contexte a changé, politique, sociétal, etc. Mais il y a encore des choses comme ça qui peuvent se passer dans certains pays, dans certains endroits. Et franchement, l'éducation, ça montre que l'éducation, c'est la priorité absolue que devraient avoir tous les gouvernements, dont devraient avoir tous les gouvernements du monde.
C'est-à-dire que si vous éduquez correctement vos enfants, si vous leur enseignez des choses, si vous les prenez vraiment et que vous leur laissez pas, enfin vous les éduquez pour qu'ils pensent, qu'ils arrivent un jour à penser par eux-mêmes avec des bases, que ça soit des bases, on va dire, oui, des bases de vivre ensemble, d'institutions, de valeurs, de devoirs, voilà, de constitutionnalité d'institutions, de valeurs morales, alors que ça soit vos valeurs après chrétiennes, pas chrétiennes, athées, pas athées, on s'en fout en fait, mais des valeurs et des devoirs et d'expliquer. On s'aperçoit qu'en fait c'est comme ça qu'on crée une bonne société. Voilà. Et visiblement c'était déjà le cas dans la belle époque. Hein. Comme quoi, c'est compliqué, hein, voilà. Alors le mammouth de l'éducation nationale, peut-être qu'il devrait lire ce genre de choses, ou en tous les cas faire lire encore ce livre-là. Je sais pas, parce que moi ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, je vous dis, j'avais vu le film, mais je l'ai jamais vu passer ce livre-là. Ou alors peut-être dans les, comme dirait Lila quand on en a parlé, oui, dans ceux qui l'étudient et qui l'ont eu entre les mains, ou dans les corps enseignants, sûrement il y a les enseignants qui l'ont lu, et ça c'est évident. Mais dans leur cursus en plus, à mon avis c'est sûrement dans le cursus de tous les enseignants de France. Mais enseignant, je veux dire, ça va de la maternelle aux universitaires. Commencez pas à dire non, on dit plus enseignant, on dit professeur des écoles. Hop, 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 vous enseignez quelque chose, vous êtes enseignant. Commencez pas. J'en ai une dans ma famille, alors, enfin voilà. Donc, elle est professeure des écoles, mais elle est enseignante. Et c'est primordial, une maîtresse. Voilà, là, moi, mes maîtresses, c'est sacré. Je vous le dis tout de suite. Mes professeurs aussi, mais les maîtresses, c'est quand même... c'est sacré, c'est bestiole. Et franchement, je me dis, tiens, c'est ce genre de roman, ou peut-être le film, si ça vous intéresse pas, qu'il faudrait monter, parce que effectivement, c'est une belle réflexion. C'est des choses des questions à se poser aussi. Mais c'est vraiment une très belle écriture. Franchement, il a eu le Goncourt, hein, la bestiole, hein, c'est pas pour rien. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc écoutez. Donc c'était La maternelle de Léon Frappier. Ah, je sais pas pourquoi je l'appelle Jean. Ça m'est venu, je sais pas. J'ai lu aussi quelque chose qui m'a fait très très plaisir. De toute façon, vous allez le comprendre tout de suite quand je vais vous parler de la personne. J'ai lu la nouvelle sortie, on va dire parce que ce n'est pas un roman, la nouvelle sortie de Antoine Choplin. Alors, ça s'appelle Androssas. C'est sorti à la Fosse aux Ours. Alors, je voulais en priorité, vraiment, parce que c'est important, dire que la Fosse aux Ours n'est plus. Elle a cessé son activité au 31 décembre de l'année dernière. Et je voulais tirer mon chapeau à Pierre-Jean Balzan parce que, bon, il a pris sa retraite. Et tant mieux pour lui, hein, c'est normal, mais c'est lui qui tenait cette maison d'édition depuis sa sortie, qui publiait énormément de très jolis livres avec des auteurs qui sont très peu exposés mais qui sont vraiment très bons et qui a fait tant pour la littérature, on va dire, intense, avec un message, avec une beauté dans les textes, beauté qui aussi se retrouvait dans ses couvertures, son papier, le choix du papier pour la couverture, etc. Enfin bref, vraiment une mise en page parfaite, toujours épuré dans le style, sans chichi, sans bandeau expressif, avec des couleurs partout, des jolies décorations. Non, 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 un truc vraiment très classique, très beau, très simple, mais magnifique. Et puis, il m'a quand même fait connaître Antoine Choplin, puisque c'est grâce à un salon où j'étais et où il y avait un petit stand qui exposait La Fosse aux Ours, et j'ai trouvé vraiment ce titre, enfin, ce nom de maison, mais vraiment ça m'a fait hurler de rire, j'ai trouvé ça génial, donc je me suis approchée et j'ai regardé, et en fait effectivement je suis tombée sur un Antoine Choplin pour la première fois. Je l'ai lu et j'ai failli retourner au salon pour demander d'acheter tous les autres, mais bon, le salon était déjà terminé.
Voilà, donc cette maison d'édition a fini sa vie éditoriale avec la publication, comme quoi, de cette sublime poésie d'Antoine Choplin. Alors je voulais juste avoir une petite pensée pour cette petite maison d'édition lyonnaise qui a marqué et qui manquera beaucoup. Et donc on ne sait jamais, quelqu'un peut connaître Monsieur Balzan et lui dire tiens, il y a Lisa qui a parlé de toi. Écoutez, si vous passez par là, monsieur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la littérature et merci d'avoir publié des textes aussi beaux dans votre maison d'édition. Alors, Androssas, c'est un petit livre de poésie. C'est du Choplin, hein. Vous savez que c'est pas quelqu'un qui utilise 150 millions de pages pour exprimer ce qu'il a à dire. C'est vraiment un petit bijou de sensibilité, de culture et de lutte aussi, puisqu'en fait, on est avec deux personnages qui sont un vieil homme qui gravit une montagne et une jeune fille qui en dévale les pentes pour se rendre dans une ville pour faire un acte de résistance. Alors lui, il va rejoindre son ancien bivouac, elle descend en chantant vers cette lutte qu'on sait, nous, déjà inégale et assez périlleuse pour sa vie. Elle marche pour rejoindre les autres femmes rebelles pour lâcher ses cheveux, pour revendiquer sa liberté, pour défier le régime en place, donc des mollahs, et peu importe les conséquences, elle s'en fout, elle veut aller danser en haut de cet immeuble, vêtue de rouge, pour les défier, pendant que lui va aller au sommet de cette montagne, contempler le monde. Alors c'est un échange un peu à distance, tout en nous expliquant qu'ils se sont croisés à un moment donné. Lui, il va affronter l'orage, le vent. Quand il va apercevoir un coussin d'Androssas, qui est une petite fleur qui naît sur la roche nue dans les montagnes, assez haute, une moyenne altitude, et qui est généralement assez rose d'ailleurs. Moi j'en ai vu des roses, alors voilà, mais je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi j'en ai vu des roses. On se demande comment elle fait pour survivre là pendant... voilà. Et il pense à la jeune fille et il pense à leur discussion. Et c'est vraiment deux trajectoires, deux visions. Alors pas d'un monde, parce qu'ils ont une vision pas très éloignée, mais deux pans de vie, parce que le vieux monsieur s'inquiète pour elle, et elle, elle est insouciante, elle se dit qu'elle va pouvoir changer l'histoire, même si sa vie en dépend, et c'est pas grave, c'est comme ça. Et vraiment, ce long poème est une ode à la résistance, la vraie. Alors là, en l'occurrence, en Iran, mais en tous les cas, à la vraie résistance, celle des convictions, celle de la lutte pour la liberté, le droit de vivre en paix et avec l'indépendance de chez soi, quelle que soit la finalité du mouvement. C'est pas pour la gloire, c'est juste pour faire avancer la cause. Et vraiment, c'est un texte, comme d'habitude avec Antoine Choplin, à fleur de peau, écrit absolument magnifiquement avec une très belle grâce poétique. C'est du Choplin, hein. Moi que voulez-vous, j'adhère toujours. Alors évidemment au propos j'adhère plus que ça. Et j'estime qu'un livre par exemple comme celui-là, ou des déclarations, alors j'ai entendu il n'y a pas longtemps le chanteur de Youngblood qui a fait une tirade assez explosive avec son phrasé habituel, hein. Donc généralement il emploie du fucking pratiquement tous les 3 mots et demi, mais on s'en fout, qui disait qu'en fait quand il y avait des pays comme ça qui étaient opprimés ou qui étaient sous une dictature sanglante et répressive, on en sait quelque chose en Iran en ce moment, mais il y en a d'autres, de pays qui sont pas vraiment très très libéraux, à commencer par le premier pays du monde, avec son ICE, avec sa police ICE, bien des salopards ceux-là. Bon bref, les autres pays ou les autres personnes ont le devoir d'avoir une voix, d'être leur voix en fait. On vous demande pas d'aller défiler dans les rues, on vous demande pas d'aller vous couper les cheveux, ce qui est complètement ridicule, ce qui avait été fait il y a quelques mois. Ça, je coupe une mèche de cheveux, ça va, ça devrait aller, tu vas aller chez le coiffeur qui va te prendre 300 € pour faire ta coupe, tu vas te calmer. Voilà, c'est pas ce genre de truc, c'est être la voix, être le messager de quelqu'un. Voilà, vous pouvez relayer un poème iranien, perse, parce que je rappelle que la Perse est quand même une des plus
merveilleuse culture du monde et ils ont donné au monde énormément et que c'est des Perses, hein, voilà, c'est une autre langue, une autre culture, ils n'ont aucun rapport avec les autres, pratiquement aucun d'ailleurs, même dans leur histoire, et c'est d'être la voix des gens qui n'en ont pas, voilà, tout simplement. Et ce genre de poème, ce genre de livre, bah, c'est une voix. Voilà, vous le lisez, le montrer. Moi, j'ai ri parce que je me suis dit, quand je l'ai mis sur Instagram pour le montrer, en fait, je me suis dit, bah, prends-toi ça dans la gueule, les mots-là. Paf, prends-toi ça dans une. Mais même si eux le savent pas, même si ils ne liront jamais ce texte-là, même s'ils ne verront jamais votre post, même s'ils ne verront jamais que vous avez mis par temps, je sais pas moi, une fresque antique qui est sur un site historique en Perse ou un tableau ou un poème, etc. Ils en ont rien à carrer. Mais bêtement, vous allumez une lumière quelque part contre eux, quoi. Voilà, c'est à peu près le même discours que l'on doit avoir. Comme pendant la résistance française, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas ceux qui faisaient sauter les trains qui étaient très utiles, mais c'est peut-être la petite fermière en bas à droite qui avait fait passer un papier, qui ne savait pas ce que c'était ce papier, mais qui était le papier qui donnait l'ordre de faire sauter les rails du train. Voilà. Elle, on ne sait pas qui c'est, on l'a jamais vue, elle n'est pas dans les livres d'histoire, on la connaît pas, mais elle a fait quelque chose d'utile, elle a allumé une lumière de la résistance. Et ça, c'est le plus important dans la vie. Voilà. Après, la gloire, le nombre de likes, le genre de personne qui veut absolument se montrer, machin, rien à carrer. C'est pas ma conception. Voilà. Après, j'accepte tout le monde et je comprends que les gens veuillent une reconnaissance sonnante, trébuchante, avec des likes, avec des amours, avec des gens qui vous vénèrent comme si vous étiez Dieu le Père. C'est pas du tout mon truc. Voilà. Je sais que je choque à chaque fois et que les gens me disent oui, mais quand même et tout. Non, mais oui, mais chacun sa conception de amour, gloire et beauté. Voilà. Personnellement, j'aurais préféré beauté. Voilà, sur les amours en gloire et beauté. Sur le gloire, rien carré, amour, je fais un peu ce que je veux, et je suis libre de faire ce que je veux. Ouais, voilà, beauté, peut-être ça aurait été pas mal quand même un peu. Bon, je crois que je fus belle, hein. Il y a quelques siècles de cela. Voilà, voilà. Enfin, il y a au moins 2 siècles. Il y a un siècle au moins. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse sur ce joli petit livre de Antoine Chopin, donc Androsas, et il n'y en a plus qu'un derrière, puisqu'il me reste à lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Voilà, ça sera mon dernier livre du mois de janvier, donc je vous laisse avec une photo, ou peut-être pas, je sais pas, j'en sais rien, et on se retrouve juste après pour le dernier livre. Et donc, dernier roman lu au mois de janvier, c'est donc Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui m'a été fortement recommandé par ma copine Rosie. Alors, on va dire que c'est peut-être aussi un titre qui aurait pu s'appeler, enfin en tout cas un roman qui aurait pu s'appeler Veiller sur la Pietà, ou autre, hein, on va pas dévoiler ici quoi que ce soit sur le roman. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai traduit. Alors on est avec Mimo, qui en vérité s'appelle Michelangelo Vitaliani. Autant vous dire que voilà, ça me marre, l'a appelé Michelangelo parce qu'il était prédestiné déjà dans son ventre à la sculpture, puisque son père était déjà sculpteur. Je vais vous dire que ça met un petit peu de poids sur la bestiole. Et en fait, quand on le rencontre, ce Mimo, c'est un homme âgé qui vit depuis 40 ans dans un monastère italien et qui demeure un mystère, y compris pour ses compagnons moines. Il est venu là volontairement se réfugier dans cet endroit coupé du monde. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment le mystère qu'il cache derrière, et on ne sait pas ce qu'il a voulu fuir. Voilà, c'est comme ça que ça s'entame le roman. Évidemment, vous doutez bien qu'on va le savoir à un moment donné. Bon. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que cet homme était l'un des plus grands tailleurs de pierre du XXe siècle, et qu'il a eu une vie incroyable. Alors, il est né en France, de parents italiens, qui étaient venus d'Italie pour chercher fortune, hein, comme beaucoup d'Italiens à une certaine époque. Et ils ont été, et lui
par la même occasion, ont été traités de rital, c'était le mot à la mode à l'époque. Mais lui aussi a été traité de nain, de nabo, etc. Puisque, en fait, c'est ce qu'il est, malheureusement. Et il y a quand même quelque chose, c'est qu'il possède en fait un don. Et le don, c'est celui de tailler dans la pierre. Alors, à la mort de son père, sa mère l'a envoyé avec un faux oncle, un faux copain en Italie, dans leur pays, en fait, qui offrait beaucoup plus de possibilités pour développer son art de sculpteur, et surtout un fameux faux oncle qui devait un service à la famille, et qui le prend en fait sous son aile. Alors sous son aile, tout est relatif, parce que voilà, c'est pas vraiment top, puisqu'il va se retrouver en Ligurie. Alors oui, il va apprendre, mais sur le tas, et on va le prendre pour un tas aussi, puisque en fait il va endurer des violences corporelles, des humiliations, et pas forcément des bonnes conditions de vie pour un enfant, y compris la pauvreté. Et il va un jour croiser dans un cimetière une fameuse jeune femme qui s'appelle Viola. Alors elle n'est autre qu'une des héritières richissimes de la famille Orsini, qui sont un peu les seigneurs du coin. Et tous les deux ont le même âge, tous les deux possèdent des caractères assez singuliers, qui sont très différents, mais en tous les cas qui sont pas banaux. Et c'est ce qui va les réunir. Alors, ils vivent ni dans le même environnement, ils n'ont évidemment pas du tout la même éducation et les mêmes conditions de vie, mais en fait, on va dire au diable convention, ils vont se lier assez rapidement d'une espèce d'amitié amoureuse, platonique, qui va traverser les décennies, même quand ça va les séparer, même quand la trop libre et effrontée Viola va vouloir suivre son destin et va renvoyer bouler absolument tout ce qu'elle peut. Alors c'est pas vraiment une histoire d'amour. Moi quand je l'avais vu passer à l'époque, quand il est sorti, avant qu'il ait le concours, il y avait plein de gens qui le lisaient, et plein de gens qui disaient « Oh, la magnifique histoire d'amour !» Alors moi j'ai pas trouvé ça. C'est pas une histoire d'amour pour moi. C'est une très belle histoire singulière et très romanesque, ça y a pas de problème. Mais alors le seul truc, c'est que ça vraiment, et je le dis, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors peut-être que c'est moi qui, depuis le temps que j'en entends parler, etc., je m'attendais à quelque chose d'autre. En tous les cas, moi, j'ai pas trouvé la force de ce que j'attendais à l'entame du roman. Mais ceci n'est que mon avis personnel, vous le savez. Alors, on va avoir plusieurs personnages, et dont les deux principaux qui vont traverser l'histoire de l'Italie, qui s'attirent autant qu'ils se repoussent. En fait, ces deux aimants qui n'arrivent pas à véritablement être tout le temps à l'unisson à chaque fois. Mais en fait, ils s'apprivoisent, ils se guettent, ils se retrouvent, ils se surveillent, ils s'aident, ils s'entraident. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte qu'il y en a un des deux qui repousse l'autre pour une raison quelconque. Et c'est justement ça, en fait, je guettais à chaque fois un espèce de souffle non conventionnel, et à chaque fois je retombais, je me disais merde, ouais, c'est à peu près le même schéma. Cependant, c'est un roman qui est agréable à lire, parce qu'en fait il oscille entre un espèce de réel, irréel, c'est même pas ça, c'est une espèce de fresque historique et de fable, on va dire, et tout le long, quand on lit, on se dit putain, mais on va avoir une finalité à un moment donné. Alors c'est un très beau roman, très original, mais moi je vous le dis, il m'a manqué, et je le répète, c'est le souffle romanesque, voilà, ce qui est quand même un comble pour ce genre de truc. Et puis alors, je vous le dis tout de suite, assez rapidement, j'ai trouvé des similitudes. Alors pas complète, c'est pas du tout le même personnage, commencez pas à me faire une explication de texte en disant ah mais pas du tout, machin, si, alors je vous le dis tout de suite, il y a des petites similitudes avec Julien Sorel. Alors je déteste ce personnage, vraiment j'ai une aversion pour ce personnage depuis que je l'ai lu, mais vraiment je l'ai lu 2 fois, à l'âge de, je sais pas quel âge je devais avoir, 16-17 ans, quand on le lit. En plus je l'avais lu en cours, parce que franchement j'avais lu 2-3 pages, ça m'avait gonflé, donc je l'ai lu, et je l'ai relu, je devais avoir une quarantaine d'années, en me disant, bon allez, maintenant tu es vieille, tout est relatif, commencez pas non plus à 40 ans, on n'est pas vieux, mais voilà, quand vous êtes plus adulte, que vous avez connu des amours, des déceptions, des machins, des trucs, des bidules,
Je me suis dit, allez, vas-y, tu es plus mature, tu as plus d'expérience, on va y aller. Ah non, je le déteste toujours autant. Et c'était vraiment, j'ai une aversion pour ce personnage. Et en fait, je pense que ça n'a pas aidé Mimo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas du tout aidé à un moment donné. Alors, il faut être honnête, j'ai pris un certain plaisir à lire ce roman, vraiment. Je me suis jamais ennuyée. Bon, il y a quelques endroits où, honnêtement, ouais, c'est un peu long, mais c'est complètement quantité négligeable, vraiment. J'oserais même pas dire que c'est un page turner parce que ça n'en est pas un, mais franchement c'est très agréable. Mais je vous dis, il manquait un souffle, et alors il me manque surtout l'histoire avec un grand H. Voilà, parce que on est dans une période assez animée et c'est survolé ce truc. Alors je pense que c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire, c'est pas un roman historique, on est bien d'accord sur la question, mais alors moi, quand on me donne un bout de gâteau et qu'on me donne une miette de gâteau, je veux avoir un bout du gâteau, hein, je veux pas avoir que la miette. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Alors par contre, le personnage de Viola est assez avant-gardiste. Bon, il lutte contre sa condition, pour sa condition, contre le patriarcat, avec le patriarcat, un peu comme vous pouvez. Alors après, évidemment, il faut mettre tout dans son contexte. Hein. On n'est pas maintenant. Voilà, on est dans l'Italie pré-fasciste et fasciste, donc c'est pas la même chose. Après, peut-être que des gens ne connaissaient pas l'histoire de l'Italie et ses ramifications et ce qui s'est passé sous le début de Mussolini. Moi, j'ai eu la chance, par au moins ma grand-mère maternelle, qui l'a connue pendant un long moment, d'en entendre parler. Voilà, donc c'est sûr que moi, ça m'a pas gêné ce genre de choses, parce que évidemment, il y avait pas mal de femmes qui étaient dans ce style-là. Mimo, c'est pas un mec banal. Ouais, ça c'est sûr. Et je parle pas de sa taille. Hein. Voilà, c'est un mec c'est entre le génie et le soulard. Super. Alors qui veille, en fait, qui surveille, qui s'émerveille. Autant par ses talents, mais aussi carrément par ses oublis face à la morale. Voilà, que ce soit au moment du fascisme ou pas. Alors après, c'est un sujet qui est développé en filigrane dans le roman. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai entendu comme ça. C'est le vaste sujet philosophique entre l'art et la morale. Voilà. Après, dans la théorie, il n'y a que les artistes qui peuvent répondre à cette question-là. Hein, parce que le commun des mortels a ses idées bien arrêtées. Quand on est artiste, c'est beaucoup plus compliqué. La ligne est beaucoup plus fine et en fait, vous êtes sur un fil de soie hyper méga fin. Voilà, c'est aussi tranchant qu'une lame de rasoir, ce truc. Voilà. Mais voilà, l'écriture est belle. Vraiment, les descriptions sont vraiment flamboyantes par moments, mais j'ai beaucoup aimé. Le côté épique, là, n'arrête absolument jamais. Moi, j'attendais que ça se fige à un moment, mais bon, après, c'est une fresque historico-romanesque. Alors, pas aussi fresque historique romanesque très très flamboyante comme mes chers auteurs russes savent très bien le faire, mais c'est un très beau roman. Il manque certaines aspérités à certains personnages, mais bon, après j'ai pinaillé, je dois avouer. Reste que l'histoire se déroule dans l'Italie, dont l'histoire avec un grand H, je rappelle, est assez fascinante. Si vous y voulez vous y plonger. Et puis, en fait, l'histoire est à l'image du pays, c'est-à-dire et des gens, c'est-à-dire ils sont aussi divers et grands et volubiles qui peuvent être très empreints d'une certaine piété, d'une certaine retenue, réserve d'ailleurs. Voilà, j'ai bien aimé certains passages, beaucoup plus que certains. J'ai bien aimé le passage au cirque, par exemple, et les passages sur la sculpture, c'est très très intéressant. Ces passages-là étaient vraiment aussi envoûtants que certaines descriptions des paysages de la campagne italienne. Bon, après, si vous ne connaissez pas, figurez-vous. Mais voilà, il y a des trains, si un jour vous voulez faire, en tous les cas, le nord de l'Italie, enfin le nord, jusqu'à la Toscane, Turin, Venise, Bergame, Florence, Pise, Lucca, machin, et la clique, là, je peux vous dire, il y a des trains, c'est magnifique, quoi. C'est un truc, vous quittez pas le cul du train, et vous
visiter des trucs. Ah, après, il faut s'arrêter. On est bien d'accord sur la question. Mais si un jour vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire que du train, genre de transsibérien italien. Bon, il faut changer de train, hein, mais c'est magnifique. Voilà. Voilà. Mais alors la fin, oui. Alors je peux pas dire ce qui se passe. Non, 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 non. Lisa, tu dis pas. Mais je m'attendais à beaucoup plus que ça. Voilà, vraiment beaucoup plus. Donc c'est une lecture qui est, alors je dirais pas mitigée, parce que quand je dis mitigée, c'est vraiment d'un côté et ouais de l'autre. Là non, là c'est vraiment une très bonne lecture, mais je m'attendais à autre chose. Je vous dis, c'est le souffle romanesque qui vraiment m'a manqué par moment, quoi. Mais vraiment, et le côté historique, voilà. Alors je remercie Madame Rosy, hein, voilà, qui m'a fait lire le roman, parce que perso, hein, je l'avoue, je n'aurais pas du tout, mais alors pas du tout pris ce roman même en poche, puisque ça faisait un moment qu'il était sorti et que j'avais, enfin, il faisait pas partie du tout des noms qui avaient été marqués dans mon carnet, donc voilà. Et puis, tiens, ça m'a permis de replonger un peu dans mes petites racines d'une partie de ma famille, enfin une partie, la moitié, enfin la moitié, et après il faut diviser, oui, parce que chez moi c'est un peu la fusée Ariane, pour ceux qui ont connu, donc voilà, non, chez nous on est en Vénétie et Toscane, hein, on n'a pas disséminé ailleurs. Non, 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 Toscane, en fait Lucca et Livourne. Ah bah ça, voilà, et Vénétie c'est vraiment Venise et 2 villages autour, hein. On va pas s'exciter la rondelle chez nous, ah, on se diversifie pas, ah, non 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 non, on n'amplifie pas sur les côtés, c'est comme ça, voilà. Donc écoutez, bonne lecture, sympathique, merci Rosie, et puis bon voilà, il y a la conclusion juste derrière, mes 2 images, dont une qui m'est particulièrement chère, évidemment. Et voilà, donc ça, c'en est fini pour le mois de janvier. Donc écoutez, j'espère que vous avez eu de très très bonnes lectures. Merci dans les commentaires de me dire s'il y a des choses qui vous ont vraiment marqué dans vos lectures de janvier, s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez déjà lu, que vous m'avez dit, que vous me dites « Ah, t'as passé à côté », sûrement veillez sur elles. Je vais me prendre 2-3 sacs. Mais bon, voilà, si il y en a certains dont j'ai parlé que vous n'aviez pas lu, mais que vous avez vraiment maintenant envie de lire ou pas. La pile à lire de février est sortie, donc forcément, bah, je pense que vous l'avez vu. Il y a une lecture commune sur le Hussard sur le toit de Jean Giono. Je renouvelle mes excuses aux membres du club de lecture de la Cambrousse littéraire, because pas de Zoom quand c'était prévu. Oui, ah bah là, les aléas de la vie, hein, super. Donc on va se retrouver, on va trouver une date, on va caler la date qui ira à presque tout le monde, parce que c'est compliqué d'avoir une date qui rassemble tout le monde. Donc encore toutes mes excuses, et puis écoutez les filles, on se retrouve sur Patreon, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, je n'en sais absolument rien, il y aura forcément le Lisa Papote, il y aura forcément la théma historique, c'est Sa Majesté Elisabeth II, feu Sa Majesté. Donc je vais être très émotive hein, sur ce podcast. Ah oui, ça va couiner. Comme un goré, hein, ça va couiner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, alors il y aura 3 vidéos que je sortirai le même jour. Ou peut-être pas le même jour, mais en tous les cas, style à minuit, pour 2 d'entre elles. Qui vont être vues absolument par personne, sauf par mes inconditionnels lecteurs. Qui sont pas nombreux hein, sur YouTube, parce que c'est que la plupart des gens qui me suivent, c'est que pour ce que je lis et pas du tout ce que j'écris. Mais effectivement, on m'a fait, en disant qu'on m'a un peu rappelé à l'ordre, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de faire les genèses de mes romans. Et c'est vrai que j'ai loupé les 2 derniers, c'est-à-dire que comme je voyais que les chiffres n'intéressait absolument personne, la genèse, et que c'est quand même tourné, ça prend du temps, etc., de monter une vidéo pour expliquer comment j'ai travaillé, comment j'ai pas travaillé, montrer le bouquin, etc. Je me disais, oh merde, putain, ça vaut pas le coup, ça sert à rien, personne les regarde, moi ça me prend du temps, franchement, c'est perdre du temps pour rien. Et en fait, quelques-unes et un d'entre vous m'ont dit, un au pluriel,
m'ont dit ah non mais nous ça nous plaît parce qu'en fait tu parles de comment tu crées et en fait tu as une façon de créer les romans qui sont assez particulières. Déjà, tu nous dis pas que tu travailles pendant des années et des années dessus, en travaillant 4 heures par jour, machin. Donc voilà, donc je vais faire donc Noble Succession en famille qui est sorti donc en 2024. 5 je sais plus, 25, oui on est en 2026, bravo Lisa, donc les deux derniers, donc 2025, donc février 2025 pour Noble Succession en famille, et juin pour la fin de la Smala, je vais en faire 2, et évidemment je ferai Karl von Radowitz, évidemment puisqu'il sort, il est sorti au moment où vous voyez cette vidéo, donc voilà, donc c'est automatique, mais c'est vrai que je l'avais complètement, pas paumé, mais j'avais un peu oublié parce que je m'étais dit, oh, de toute façon, est-ce que ça intéresse véritablement les gens? Bah si. Voilà, donc bah écoutez, pour les 3, alors les 10 personnes qui verront toutes les vidéos sur mes romans, merci à vous de suivre ça, parce que bah, malgré tout, moi, je le dis encore une fois, je suis une lectrice et j'ai lu et j'ai été lectrice bien avant d'écrire, enfin en tous les cas d'écrire des short stories, enfin des nouvelles, des poèmes et des romans après, ou des monographies, des biographies, ce que vous voulez, enfin d'écrire des livres. Mais il n'empêche que pour moi, dans ma vision de l'artiste que je suis romancière, je suis auteur en priorité. Je ne dis jamais aux gens, je me présente pas en disant je suis lectrice, parce que tout le monde est lectrice. Enfin, tout le monde est lecteur ou lectrice. Voilà, il y a des gens que vous lisez un livre par an ou 300, vous êtes lectrice, vous êtes lecteur. Voilà, donc c'est pas une définition propre. Même si vous lisez un magazine, vous lisez. Donc voilà. Non, ma dénomination, c'est je suis auteur, avec la fin, avec un E. Oui, je sais, ça gonfle beaucoup de gens, mais c'est comme ça. L'artiste a le droit de se définir comme il veut. Ah, on en revient à la définition de qui est l'artiste et comment il se définit. Et c'est pas les fans, les followers, les abonnés, etc. qui ont le droit de vous définir. Alors après, je reviens sur le sujet parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a redit. Comment tu veux que je te présente? Tu me présentes comme tu veux. Voilà. Si vous avez l'habitude de dire autrice, auteuresse, auteurice, il y en a qui me mettent un auteurice. Alors déjà, autrice, ça me heurte l'oreille. Alors auteurice, je vous raconte même pas, mais vous me définissez comme vous voulez quand vous me présentez. Voilà. C'est vous qui m'accueillez, c'est vous qui faites votre papier, votre blog, votre chronique, votre émission, votre truc. Vous me définissez comme vous voulez. Par contre, si vous me demandez comment je veux être définie, ou si vous me dites tu te définis toi, si je dis je suis une romancière ou je suis une auteure romancière, parce que c'est vrai, je suis une auteure parce que j'écris des biographies, des monographies, j'écris autre chose que des romans, mais je suis romancière quand je présente mes romans, il y a un mot, ça s'appelle romancière. Si je fais des poèmes, je suis poétesse, ça existe. Si je fais un jour une pièce de théâtre, je suis dramaturge. On ne dit pas dramaturgesse, donc on va se calmer. Voilà, il y a un mot qui définit. Mais par contre, si vous me demandez comment je me définis, je suis auteur ou romancière. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est comme ça que je me suis définie. Voilà. Ceci étant dit, bisous. À bientôt, désolée pour toutes les vidéos qui vont sortir sur mes romans, hein. Ceux qui sont allergiques, désolée. Et ceux qui aiment, écoutez, mettez des pouces, mettez des commentaires, du coup ça va, même si vous mettez que des pouces et un commentaire avec un cœur, ça boostera peut-être et ça donnera peut-être envie aux gens d'aller voir mes genèses, je les ai pas fait pour rien quoi. Voilà, et comme je ne serai pas à l'écran, mes genèses, je vous montrerai des photos de documentation qui m'ont servi pour écrire les romans. Voilà, pour le backstage, si vous voulez, ou le background, comme vous voulez. Enfin, bref, la popote de Lisa. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est joli. La popote littéraire de Lisa. Oh, c'est joli. C'est un peu comme la Cambrousse. Hein. Ah, ouais. Tant que je dis pas le popotin de Lisa. Voilà, il y aurait beaucoup à dire quand même. On va se calmer. Allez, ciao. À la prochaine.